à tous, bienvenue dans votre magazine Caraïbes. Ce soir, nous partirons à la rencontre des habitants de Little Haïti à Miami. L'image de leur quartier change progressivement avec l'arrivée massive d'investisseurs immobiliers qui cherchent à acquérir maisons et commerces à coût de millions de dollars. Une problématique que nous aborderons en direct avec notre invité en direct de Miami, avec nous, Paul-Christian Nanfi, organisateur en chef de l'association FOM. Direction ensuite la vallée du Cauca en Colombie où des populations amérindiennes sont passées à l'action pour reconquérir leurs terres longtemps repoussées dans les montagnes durant la période coloniale. Elles ont décidé, et vous le verrez, de se battre contre les grands propriétaires. À Miami, il y a un quartier que tout le monde connaît ou presque. Son nom, Little Haïti. L'endroit est depuis quelque temps au centre de toutes les convoitises et pour cause. La menace que constitue la montée des eaux à Miami pousse les investisseurs immobiliers à s'intéresser aux maisons et aux commerces de ce quartier. Conséquence, le visage de Little Haïti change peu à peu. Les loyers et les taxes y sont de plus en plus élevés et les Haïtiens qui se considèrent comme chez eux ont de plus en plus de mal à y faire face. Voyez ce reportage tourné par Olivier et Kylian Canuti. Little Haïti, qui se situe à 5 minutes du centre-ville de Miami, a toujours été le cœur culturel de la terre d'accueil historique de la diaspora haïtienne. Aujourd'hui, la communauté haïtiano-américaine du comté de Miami-Dade est la plus grande des États-Unis, atteignant au moins 100 000 Haïtiens dès le début des années 2000. Selon les institutions de statistiques, le comité de Miami-Dade abriterait désormais 41% de la population haïtienne de Floride. Mémoire vivante de la communauté haïtienne de Miami, M. Jean Mapou nous reçoit dans sa librairie. Entre nostalgie et résignation, le libraire nous raconte ses souvenirs et sa sombre vision de la petite Haïti qu'il a vue naître. Parce que Miami, à l'époque, était chargé avec Haïtiens. Tout d'accord de monde qui a couru pour l'époque du Valier, monde qui a couru pour sauver vie, ouais. Et t'as une migration extraordinaire sous une série de bateaux en bois, toute qualité forme bateau, moun yo prend yo, puis te rentrer dans Miami. Parfois même, il va même gagner un monde qui peut guider yo, le déraper carrément. Extrêmement difficile en Haïti. Donc, ils rentré ici, dans Miami, majorité, ça a une chance. Parce que ils disent sous 3 bateaux qui quittent Haïti, peut-être une cabré s'y rivé. Ouais. Donc, leur arrivée ici, c'était sous le président Carter. Le président Carter dit, OK, mettez-vous dans la zone Miami-Dade là, dans la zone City of Miami, qui relait Lemon City. Lemon City, c'était un espace côté que où tu joins pied mango, pied bois, on prend une zone agriculture, on prend pas de gants en pile, monde qui était habité dans la zone. Et puis, ils mettaient nous dans la zone là. Et puis, c'est à partir de là, ouais, Little Haïti commençait à prendre forme. Rapidement, avec l'afflux massif de migrants arrivés d'Haïti, Lemon City se pare aux couleurs de la perle des Antilles. Tout est fait pour que les Haïtiens s'y sentent comme à la maison. C'est bien des années plus tard que Viter Juste, journaliste et activiste haïtien, devient le père de la petite Haïti en écrivant des brèves dans le Miami Herald. Eh bien, c'était un journaliste en cours. Ouais, il était relé Viter Juste. Monsieur te qu'on écrit une note pour Miami Herald pour le parler de conditions, situation, communauté haïtienne, communauté qui fait venir sous terre Miami. Ouais, li fait une note, ti entrefilet pour le voyer by Miami Herald de temps en temps. Et puis, li te libellé li, ti filet sa yo, ti entrefilet sa yo, li te relé yo, Little Port-au-Prince.
en compétition avec Little et avec La Havana. You know? Et éditeur, Miami Herald là, t'es trouvé titre là trop long, Little Port-au-Prince pour un petit carré, nouvelle que la baille sous communautaire. Et puis il changeait, il mettait le Little Haiti. Au fil des décennies, Little Haiti est devenu bien plus qu'un simple quartier. Il s'est transformé en un bastion de la diaspora haïtienne, devenant ainsi une terre d'accueil pour tous ceux qui ont fui leur île. Pour les Haïtiens restés au pays, cette zone demeure un symbole de résilience et de fierté culturelle. Aujourd'hui, plus de 40 ans après l'arrivée des premiers migrants, nombreux sont ceux qui cherchent refuge et assistance à la cathédrale de Notre-Dame, qui se trouve au cœur même de Little Haiti. Il y a des gens qui viennent vraiment depuis que après que dit que n'a vinn Miami. Mais cependant, le plus souvent, côté que aller, que vous comprenez que vous venez Miami, vous toujours chercher Little Haiti parce que vous tendez parler de Little Haiti. C'est ça fait ouais que sous garder en dedans que nous avons pile client parce que vous tendez que n'a pas dans centre haïtien dans l'église Notre-Dame pour eux même yo dit bon c'est notre communauté haïtienne donc que venir dans Little Haiti que nous avons sorti Georgia, Atlanta que vinn joindre service dans Little Haiti. Je dis, ah, M. Gassi, moi, je demande que vous faites, c'est bien malheureux. Pas d'accord de demande là, obligé de mettre sous déportation. OK? Le Haïti, il décrit Haïti, c'est un coup, l'arrivée de Haïti, ou toujours Haïti. Ou jouer même coutume haïtien, même messe haïtien, ou jouer uniquement haïtien, ou jouer des activités haïtiennes comme le wap marché dans la rue, ou jouer le blocus, même les blocus haïtiens, quand on parle d'Haïti, c'est l'État Haïti. Nous toujours confidents que Little Haiti, après Little Haiti, est capable là que nous avons un symbole, Notre-Dame, que dans le cœur Haïti, donc c'est-à-dire que l'église n'a pas de personne qui a touché. Donc c'est-à-dire Little Haiti, donc a toujours été Little Haiti. Bien qu'optimistes, les temps changent, et avec eux les enjeux, car le quartier se révèle être le nouvel Eldorado des investisseurs et favorise l'émergence de grands projets. Pour Christine King, la nouvelle conseillère du district 5 de la ville de Miami, l'arrivée des promoteurs immobiliers représente l'une des solutions pour redynamiser Little Haiti, créer de nouvelles opportunités tout en mettant une politique favorable au maintien des résidents historiques. Un pari qui semble tout de même difficile à tenir aujourd'hui. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est que tous les résidents qui habitent aujourd'hui à Little Haiti puissent avoir la possibilité de rester s'ils le désirent. C'est d'ailleurs pour cela que je ne suis pas en faveur de nouvelles constructions d'appartements qui soient hors de prix pour les habitants de Little Haiti. Cela signifie en premier lieu que nous devons faire des efforts pour amener de l'activité économique dans Little Haiti. Deuxièmement, il nous faut apporter de l'aide aux commerçants qui sont installés depuis des années, les accompagner pour qu'ils puissent prospérer. C'est la mission de développement que nous offrons à la communauté. Sur place, pourtant, le constat est différent. L'optimisme est en berne, les prix de l'immobilier et les taxes explosent, les loyers sont parfois multipliés par 2, les petites maisons de Little Haiti disparaissent au profit de villas luxueuses et des constructions d'appartements de grand standing. Pour appuyer ces évidences, Carl Christian, agent immobilier à Miami depuis 20 ans, nous emmène sur place et nous montre les premiers changements liés à la gentrification. Pour lui, le prix exorbitant des maisons favorise le changement de profil des nouveaux habitants qui viennent s'installer dans la petite Haïti. Mon commencé à décider que zone a commencé à prendre valeur. Et puis, je vais le montrer un cas vraiment pour montrer qui ça qui arrivait. Que car zone
Ou gen Midtown qui fin créé, on y a que Midtown vient trop populé, nèg yo prend Design District, so the Design District qu'on y a commencé à monter dans Florida, dans Little Haiti. Mais problème qui vient gagner avec Little Haiti. Je dis ouais kay qui derrière dom là, kay ça, li était vendu en 1974 pour $12,000. En 2003, mon a vendu pour $91,000. Donc, on peut imaginer que 30 ans, il fait peut-être $80,000 profit. Je dis en 2023, 20 ans plus tard, car la sorte vend pour $525,000. Ça qui vient arriver dans le moment ça. Mes amis, gardez Katia. Moun sa yo qui derrière nous, moun sa yo pas gen le choix, taxe pral monter. Taxe te kon paye $800 par année, qu'on y a pral monter 8, 9, $10,000 par année. Moun sa yo pas ka payer. Bon, là yo pas ka payer, qui ça pral faire? Yo obligé quitter. Donc on y a yo quitter, même moun yo quitter getan pas travail encore, quitter getan on yo fini, yo gen ti ka yo priorité, côté yo bralé. Toute une population prise au piège, contrainte de vendre leurs biens pour ne pas les perdre, obligée de partir, de quitter Little Haiti, car difficile pour elle de résister aux changements sociaux imposés par l'embourgeoisement ou la gentrification de ce quartier caribéen de Miami. Bon, gentrification, c'est... On nous va essayer de faire le bel. Mettez moun dehors la caillou. Pour qui ça? Il a changé classe sociale là. C'est ça que lié. Basically, si tu as moun là, que moun nan te kon ap travail, te kon ap font $30,000-40,000 par année, qu'on y a des séries de moun dans zone nan qui fait $100, $250,000, kayo vin vo comme ça pour que de façon à ce que moun qui fait $100, $250,000 viennent rester là-dedans. So gentrification literally means mettez dehors, n'a prendre. Il y a des séries de gens qui ont fait qui illégal, il y a des séries de gens qui ont fait, c'est bien dommage qui illégal vraiment. Ben gen de l'or pas ka fanyen. Premier gens c'est que yo voyez des séries de off bar moun yo qui normal. Yo voyez offrir moun yo $300,000, $400,000. Imaginons moun qui t'achète ton kay pour $12,000, li recevon off pour $300,000, li gen doit vendre vraiment et puis li al reton l'autre côté. Gen des séries de là que moun yo même dim que gen moun qui vinn intimider yo. Moun nan frapper n'importe la kay sans arrêter, exiger ou bien dit que met tel bagage qui va arriver sou pas vendre konya, essayer parler convaincre moun nan pour le faire. Haïti chérie, pi bel pays passé ou nan point. Faut moins te quitter pour moins te capable comprendre. C'est ce type de harcèlement régulier que subit Réginald Charles. Quotidiennement, il reçoit des dizaines de lettres, des relances, des propositions venant d'investisseurs bien décidés à acquérir leur maison familiale achetée par son père et sa mère en 1997 pour la somme de $33,000. Aujourd'hui, on lui propose plus de $400,000 car leur petite maison se situe à 3-4 blocs de Design District, le nouveau quartier chic à la mode de Miami. Chaque jour, nous avons un investeur qui passe pour Kyle, qui voulait acheter Kyle dans le menu. Et quand un jour, un investeur vient, il n'est pas là. Parce que le papa a commencé malade sur Alzheimer. Et il était campé devant la galerie. Monsieur est venu avec ton papier pour signer Kyle, pour papa me Kyle. Bon, c'est bon Dieu. Je passe, je viens, je parle à papa. Parce que j'ai l'idée pour me passer en venir papa. Quand on me dit, il est tourné, regarde qui ça parlé de. Quand on me tourne, me dit ça, oh non, papa dit il voulait vendre Kyle, la psy Kyle à bord, non, moi. Je me dis, oh, papa me dit il veut vendre Kyle. Ou pas connaître si papa me a famille, ou pas connaître si il a sœur, il a frère, il a timon, ou juste dit papa me veut acheter, veut vendre Kyle. Quand on me dit non, nous ne pas quitter ça. On a nous fait comme maison, comme famille, nous tirons papa moi sous document Kyle parce que nous ça c'est un problème qui arrive nous dans la famille. Nous commençons à rebâtir derrière, nous finissons à rebâtir derrière, nous commençons à ranger devant Kyle. Papa, so premier offre au débat papa moi c'est presque $450,000 pour Kyle. Et en Kyle t'es pas encore un prix pour vendre pour ça. On dit mais ça on veut venir acheter Kyle pour prix ça. Pour ça nous commencer ouais donc on peut laisser dans zone commencer à vendre Kyle. Quand on nous dit ça les de moi commencer à vendre Kyle
pour y aller monter plus valeur, surtout dans zone nouée. Symbole fort du changement qui marque l'évolution inexorable de Little Haïti, la nouvelle zone commerciale de Design District. Un quartier huppé dans lequel les grandes marques mondiales se sont implantées et des rues dans lesquelles se croisent les voitures de luxe et les touristes venus du monde entier. Yes, un bon développeur rentré dans Little Haïti, il prend toute zone sud là, ouais, il prend toute une belle portion, une portion sud là, de 36 à 54, ouais, il y a le Design District. Range magasin. Magasin, c'est Dakabdo, c'est grand artiste. Moun qui gagne soulier dans pied, moun qui gagne cob, qui ka rentrer là. Right? Qu'on y a là, au fur et à mesure, ouais, il y a peu, mais des pressions. We are here to honor our promise to this amazing neighborhood. You must fail. Magic City, you must fail. The community was clear. They had demands. When we look at what Magic City is proposing, none of their demands have been included in the so-called community benefit package that they are proposing. Toutefois, cette transformation a des conséquences palpables pour la communauté haïtienne qui a longtemps appelé Little Haïti son chez-soi. Les loyers et les taxes foncières ont connu une augmentation significative, ce qui a pour double effet la mort et la fermeture des petits commerçants de proximité et le départ forcé de la zone de nombreux résidents historiques. C'est ce qu'a vécu M. Schiller Sanon Jules. Il possédait une boutique de souvenirs au cœur de Little Haïti, sur la 2e avenue Nord-Est, et a vu son loyer passer du simple au double avec l'arrivée des nouveaux promoteurs et investisseurs. Et nous-mêmes, nous avons payé $2,300 par mois. Et après le contrat nous vient fini, après 5 ans, ils disent nous pour renouveler le contrat pour nous, on a obligé de payer $4,600. Bon, tout gain comme, vous arrêtez ce bagage comme, vous obligé de quitter zone là. Et la plupart des gens que vous voyez ici, il y a Louis là, il est sans contrat. La voisine que nous venons de saluer, elle est sans contrat. Et ce qu'on appelle non-renewable contracts, les contrats non renouvelables. Alors, presque tout le monde s'en va regarder là, c'est sous ça, oui. Je connais que ça n'a pas changé. Mais pas les buildings dans vide, so you buy un contrat non renouvelable. Donc maintenant, quelle situation nous y est? Tout le monde a plein, 2-3 business en face, a plein, business botanique a crasé, par c'est la touriste qu'on vient, vous comprenez, qu'on a posé question sur vaudou, et puis moun qu'on vend un petit paraffin, mélia, vous comprenez, et puis depuis construction, développeur mettez pied, ça a fait acheter propriété, et puis vous fermez. 3 cailles qui ferment là, vous fermez depuis 3 ans. Acheter et puis vous fermez. Et comme qui dirait, they are waiting for the right time. Nous retrouvons à sa demande M. Schiller Sanon Jules, toujours à Little Haïti, dans un local dont il est aujourd'hui propriétaire et dans lequel il commence une nouvelle activité. Il souhaite partager avec nous une théorie que beaucoup de commerçants et d'activistes haïtiens partagent. Selon lui, la situation qu'ils vivent est le résultat d'un projet qui s'est installé sur une 40aine d'années et qui se résume en 3 mots: appauvrissement, ghettoisation et précarisation. This is a fruit called passion fruit. Depuis les Sahara, un peu de monde commence à perdre du caille. Un peu de monde commence à quitter la zone là. Ce caille commence à venir trop cher. Mais nous réalisons que
c'est au plan que moun yo te gagné. Parce que les n'a regardé aux zones qui est les Overtown, qui n'a mi-temps downtown Miami, c'est aux zones typiquement nèg noir que l'été. N'a regardé aux zones tout près à là qui est les Liberty City, c'est aux zones nèg noir l'été. Mais si je dis on passe dans zone ça yo, on est surpris pour que blanc marche à chien. Et ça prend des années pour s'arriver. Les chiffres le montrent bien. Le taux de criminalité à Little Haiti est 132% plus élevé que la moyenne nationale. En 2022, 4500 crimes au total ont été signalés dans Little Haiti sur une population de 33 229 habitants. Premièrement, il y a la drogue dans la communauté. La drogue vient faire que le crime a augmenté. En pile nèg noir à la prison, en pile nèg noir mourir, en pile cas yo vinn pas ka payer, zone yo vinn vraiment infesté avec crime et j'aime donner ça prend presque 40 ans pour arriver dans situation ça que m'a parlé là. Mais mon yo pas jamais comprendre ça qui a passé. Nèg noir pas jamais comprendre ça que blanc yo t'a fait parce que côté nous, là, dans l'île Haïti, nous avons 5 minutes de downtown Miami. Nous avons 5 minutes de Miami Airport. Nous avons peut-être 10 minutes de South Beach. So, vous ne pouvez pas comprendre la valeur de propriété ça pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre que Jean-Paul Kounia, propriété ça, Kounia ou une caille, vous ne pouvez pas payer 1,8 million de dollars pour aller dans l'île Haïti. Schiller et Réginal restent tout de même très lucides sur la situation que connaît Little Haiti. À leurs yeux, il est hors de question de dédouaner leurs compatriotes qui ont trop longtemps méprisé ce quartier de Miami. Ils n'ont pas su voir et apprécier cette terre d'accueil considérée comme la zone des boat people. Bon, il faut connaître que en pile haïtien qui vivent dans la Floride, pas jamais te considéré l'île Haïti comme Kaipayo. Les Magic City, puis mettez signe Magic là, dans 60. Tout haïtien dit, oh, yo pas zone nan men. Comprendre? But, les m'gade comme ça, et pas yo prend zone nan men, nous même ti ba yo zone là. Nous même ti créer problème là. Et pas yo même. Et tout pour avec, surtout de manger dehors, et pas avec la venir. But, ceux qui te cala clean, la fête pas venir. Même bail. N'a passé misère, nous pas gagné, côté pour nous dormir. Y'a profité nos gros l'argent, y'a regardé ouais si y'a point bien nous. Et pourtant, la famille là, c'est ça qu'on a cherché. Laissez à fois rencontrer, aller la caille grande à nous, son bagage qui belle. Mais ce n'est pas le seul défi que doit relever Little Haiti pour continuer à exister. La montée des eaux sur les côtes de Miami-Dade est devenue l'une des préoccupations majeures. Alors que le changement climatique s'accélère, de nombreux quartiers côtiers sont menacés. Des plages de South Beach disparaissent et sont remblayées pour ralentir ce qui semble inévitable. Cependant, Little Haiti a la particularité d'être situé au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait un lieu relativement sûr, d'où l'appétit grandissant des investisseurs. Je t'ai déjà senti que la mer a monté Miami Beach et actuellement n'importe qui l'a pris Miami Beach envahi. Ouais. De l'eau tout partout downtown. Ou pas même cap conduire machine en downtown. Pour dire ici clean. Le nous des zones Miami pour une série de quartiers qui sont plus élevés que le niveau de la mer. Donc, ça veut dire c'est si une série de zones bord la mer qui inondées, Little Haiti a moins de chance pour l'inonder. Ça fait ça, c'est parce que le niveau de Little Haiti est plus élevé que quartiers qui sont côte Miami ou bien côte et la Floride. Little Haiti, nos zones qui sont plus élevées,
li vin commencer à attirer une série de monde pour vin habiter dans Little Haiti parce que côté où habiter kounya Bolomea, il y a trop inondation, yo pas ka gérer inondation encore donc y a chercher l'autre côté pour déplacer. Donc ça qui vient arriver kounya, le nous regarder qui type de caille d'habitude qui sous Bolomea, son série de gros caille donc ça veut dire monde ça qui habite là propriétaire ça yo gen moyen financier pour posséder propriété ça. Donc le fait que kounya yo gen trop inondation et cap endommager propriété yo et prix assurance et kay a monté à cause de l'inondation ça pour ne y a chercher l'autre côté pour déplacer et une côté ça c'est Little Haiti. Little Haiti est à un carrefour de son existence en tant que tel. Les investissements affluent en nombre, la montée des eaux est une menace réelle à laquelle il faut faire face, et la diaspora haïtienne subit les pressions économiques grandissantes. Le futur de Little Haiti est une histoire d'adaptation, de résilience et de changement. L'avenir réserve encore bien des surprises, mais une chose est certaine, la bataille semble perdue d'avance, et cette terre d'accueil est malheureusement menacée. Puis nous finissons avec projet. Depuis on a sorti de l'autre côté, la venu dans Little Haiti, il pas dit Little Haiti encore, la dit on peut aller Magic City. Parce que plus la caille qui dans le Haiti qu'on a ces blocs que d'ailleurs. Même non, il y a essayé de retirer. Je suis sûr que la prochaine fois que vous venez à Miami, Little Haiti ne sera plus. Parce que Little Haiti n'existe plus. Sur les vérités, je suis 5-10 ans que je viens là. Les cas pas existé encore. Vous l'avez vu, Little Haiti est au cœur des débats et des préoccupations en Floride. Avec nous en direct de Miami, Paul-Christian Nanfi, organisateur en chef de FOM, une association qui milite pour les droits des habitants de Little Haiti. Bonsoir. Bonsoir, c'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et vos auditeurs, auditrices également. Alors, première question, Paul-Christian Nanfi, vous qui vivez sur place, vous qui militez pour l'avenir de ce quartier et de ses habitants, comment vous positionnez-vous face aux mastodontes immobiliers qui veulent s'emparer de ce quartier? Notre directrice exécutive, Marlène Bastien, le dit toujours, on est pour un développement participatif et inclusif. Et on voit que depuis quelques décennies, à Little Haiti, ce n'est pas du tout ça. Effectivement, il y a toute une lutte pour préserver le quartier de Little Haiti qui représente 9 km² contre ces intrusions des développeurs qui ont leur méga projet déjà conçu. Ça ne cadre pas avec la qualité de vie des ressortissants historiques de Little Haiti qui se voient souvent en train d'être dans l'obligation de se déplacer. Donc nous sommes là pour défendre le quartier. Et nous sommes là aussi pour lutter contre ces projets qui sont souvent spéculatifs et qui augmentent bien sûr le prix, non seulement des maisons, mais aussi des espaces alloués. On va faire avec vous un petit état des lieux et voir quelle est la situation sur place. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée en termes de surface, en termes de proportion, de ce qui a déjà été acheté par les promoteurs et à quel prix ? Bon, nous avons justement des idées sur deux phénomènes. D'abord, le phénomène que vous avez cité. Il y a aussi un autre phénomène que le quartier de Little Haiti se rétrécit parce qu'on parle de 9 km² et on parle de la rue 54 qui est l'extrême sud de Little Haiti, mais dans le temps, c'était le 36e. Donc, non seulement dans les termes municipaux, on est en train de rétrécir le quartier, mais aussi ces développeurs qui sont en train justement d'acheter à travers des méga projets comme Magic City, comme Sable Palm plus récemment, et des espaces qui justement exigent les gens qui louent les espaces à payer plus cher ou souvent à se déplacer. Il y a souvent des espaces qui sont achetés, qui sont démolis
et des maisons et des espaces alloués, le parc locatif qui diminue de plusieurs dizaines de pourcents historiquement. Donc, on voit que non seulement ça, mais le prix de location aujourd'hui n'est pas du tout ce qu'il était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et ceci exige les gens à laisser le quartier, à chercher à vivre dans d'autres municipalités, Miami Gardens, North Miami Beach, North Miami, ou à d'autres counties en Floride, malheureusement. Alors, vous avez parlé d'une époque, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Pourtant, c'était un quartier qui n'était pas très considéré, un quartier d'immigrés. Pourtant, il y a une vie, une communauté, une identité, un nom qui se sont créés sur place. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la fin d'une époque? Merci pour cette excellente question parce que Little Haiti tient, mais Little Haiti tient d'une forme qui n'est pas comme celle qu'il y avait effectivement il y a une génération. Little Haiti, c'est un quartier extrêmement riche, extrêmement historique et fondé avec l'arrivée des premiers immigrants dans les années 70, les immigrants qui sont arrivés dans les 70, dans les 80, qui ont fondé cet espace qui souvent ont fui la répression et d'autres facteurs difficiles en Haïti, qui souvent ont été incarcérés par l'immigration américaine, mais qui sont quand même se sont concentrés autour justement de ce quartier. On pense aux pionniers tels que Viterjus, Mariajus et Gérard Jean-Jus. C'était vraiment les pionniers de cette communauté dans les années 70, dans les années 80, qui malheureusement ne sont plus avec nous, mais quand même, en dépit de cette gentrification, et qu'on peut dire est pratiquement en fin de cycle, et Little Haiti a survécu, même si Little Haiti n'a pas pu survivre de la manière qu'il était, parce que la plupart des familles qui étaient à Little Haiti, ils se sont émigrés et ailleurs, mais vraiment, on a perdu beaucoup dans le tissu social, le tissu vraiment des propriétaires, des locataires, des chefs de micro-entreprises. Tout ceci, il y a eu une vie très vibrante qui tient encore, mais très difficilement parce que la plupart de ces acteurs ont dû migrer ailleurs. Difficile de tenir, vous l'avez dit, mais il y a tout de même une résistance qui s'organise. On peut même parler de résilience de tous ceux qui habitent à Little Haiti. Quelles sont les perspectives pour tous ceux qui veulent rester? C'est bien de parler de résilience. Et si vous cherchez la définition du mot résilience dans le dictionnaire, je pense que vous aurez l'image d'un Haïtien, soit en Haïti, soit à Little Haiti, surtout une Haïtienne. Donc, il y a des perspectives et de notre côté, nous nous regroupons. Par exemple, il y a, comme vous avez dit, l'organisation FAM, qui est le Family Action Network Movement, et qui travaille avec la communauté, qui offre les services à la communauté depuis plus de 30 ans et encore. Et nous recevons beaucoup de gens en les offrant les services d'immigration, des services socio-économiques, socio-éducatifs. Mais l'idée, c'est que à travers des alliances avec d'autres organisations et de Little Haiti, nous avons pu mener cette bataille pour préserver la culture du quartier et pour préserver des activités du quartier et aussi pour lutter contre les effets justement de ces efforts et des méga développeurs. Et nous faisons beaucoup de plaidoyer et aussi avec les autorités locales, les autorités de la municipalité de Miami, les autorités de county de Miami. Nous avons pas mal d'alliés à ce niveau et ensemble, nous luttons pour préserver ce que nous pouvons encore préserver. Est-ce qu'on sait où vont ceux qui sont partis? Est-ce qu'il y aurait déjà peut-être un deuxième Little Haiti à Miami ou en Floride? Bon, il y en a. Non, absolument, il y en a. Et on peut parler de 3 municipalités au nord de Little Haiti. Il y a North Miami, il y a North Miami Beach, il y a Miami Garden, où il y a une forte concentration d'Haïtiano-Américains, également dans les counties avoisinants de Broward, de Palm Beach. Il y a des municipalités comme North Lauderdale, comme Delray Beach, qui ont de très fortes concentrations d'Haïtiens. Mais ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même histoire. Donc nous savons qu'en termes de civilisation urbaine, il y a toujours ce dynamisme. Et
d'une part, on est toujours en train de créer quelque chose de nouveau, mais d'autre part, il faut préserver ce que nous pouvons préserver de Little Haiti. Parce que si vous parlez de la Floride, vraiment, l'icône culturelle haïtiano-américaine, c'était Little Haiti, et il faut vraiment le préserver pour que nos filles et nos fils, nos petites filles, petits-fils, arrière, etc., peuvent savoir qu'il était une fois Little Haiti, était là, voici ce que Little Haiti a représenté, et on veut encore que ça tienne. Vous avez parlé d'un mot assez puissant, assez fort, une icône. C'est un quartier iconique. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit craindre pour son avenir socio-culturel? Il faut absolument craindre, il faut absolument prendre des mesures de défense parce que vous allez voir les effets de la gentrification. Et à côté des espaces qui ont marqué le quartier de Little Haiti, vous allez voir à quelques mètres des preuves de la gentrification et des immeubles de plusieurs étages qui n'ont rien à voir avec le tissu culturel et original de Little Haiti. Donc, c'est une lutte, mais nous sommes très, très, très reconnaissants à plusieurs vraiment icônes comme Jamapu de Libéry-Mapu, comme le centre culturel, le marché, ce qu'on appelle le petit marché, et à Little Haiti et à 59. Donc, tous ces véritables espaces qui définissent le paysage et qu'il faut absolument préserver. Il faut aussi préserver notre communauté et chercher des programmes et des moyens pour assurer qu'une partie des gens qui veulent rester peuvent rester, soit locataires ou bien propriétaires, et parce que c'est notre communauté, c'est le pôle, comme on peut dire, de notre communauté. Dernière question, nous ne l'avons pas beaucoup évoqué au cours de cet entretien, mais on sait que le point de départ de tout cela, c'est le changement climatique. Le reportage le montre, face à la menace de la montée des eaux, les habitants de Miami veulent s'éloigner des zones inondables. C'est ce qui explique cette forte pression sur les propriétaires de Little Haiti. Le quartier est bien au-dessus du niveau de la mer. Oui, absolument. Et donc, il y a 4 facteurs qu'il faut tenir en tête. Donc, c'est 2 mètres d'écart entre l'élévation de Little Haiti et l'élévation du niveau de la mer. C'est justement une force qui attire certaines forces économiques parce qu'ils ont une certaine mitigation contre les effets des inondations, mais c'est pas aussi simple que ça. Nous savons d'abord que la gentrification climatique, on parle beaucoup de ça, mais c'est pas l'unique gentrification qui est en cours. On est en face à une gentrification classique sur les forces économiques depuis plusieurs dizaines d'années. Le climat et le changement climatique, on peut dire que c'est une couche qui s'ajoute sur cette gentrification déjà en cours et qu'on a expliqué pratiquement en fin de cycle. Deuxièmement, l'élévation, ces 2 mètres d'écart, ce n'est pas l'unique question qui affecte la gentrification climatique, parce que nous voyons des forces économiques très fortes, même la question de l'assurance, la question des impôts qui sont en train d'augmenter vertigineusement. Et dans ce contexte, beaucoup de gens, y compris les propriétaires, sont dans l'obligation de quitter. Donc, on est victimes de ces forces et souvent la communauté se rend compte uniquement qu'ils sont dans l'obligation de partir, mais nous regardons la question de manière holistique pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer, pour qu'on puisse chercher à défendre Little Haiti et également avec nos élus qu'ils prennent des décisions pour préserver notre communauté. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous étiez avec nous en direct de Miami. Merci Paul-Christian Nanfi. Merci à vous. À la prochaine. Parlons maintenant d'une problématique pas très éloignée de celle que nous venons d'évoquer, puisqu'il s'agit toujours de terres et de propriétés. Direction donc la Colombie, dans la vallée de Cauca, à la rencontre du peuple Nasa. Autrefois repoussés dans les terres par la colonisation, ces Amérindiens se battent désormais pour récupérer les terres qui leur appartenaient. Face à eux, de grands propriétaires qui cultivent la canne à sucre et n'entendent pas céder aux pressions. Les tensions donnent souvent lieu à des heurts très violents, un conflit pour la terre sur fond de guerre ethnique. C'est un reportage tourné par François Bader et Marc-François Calmou.
Ses détracteurs l'appellent le monstre vert. Des centaines de milliers d'hectares dans la vallée du Cauca, consacrés à une seule culture, la canne à sucre. Depuis de nombreuses années, un conflit pour la terre couve dans cette région. Mais depuis l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de gauche et la perspective d'une réforme agraire, la tension est montée d'un cran. Tous ces paysans indiens de l'ethnie Nasa souhaitent cacher leur visage car leur vie est en danger. Ils participent à une opération illégale, l'occupation d'un terrain appartenant à un sous-traitant de l'industrie sucrière. Anna Maria et ses compagnons viennent de plusieurs réserves indigènes situées plus haut dans la montagne. Ce matin, ils vont détruire plusieurs hectares de canne. Ils prennent part à une minga, un travail collectif selon la tradition indigène. Nous avons pris le risque de récupérer ces terres. Nous ne les prenons pas, nous ne faisons que récupérer ce qui dans le passé a appartenu à nos ancêtres. Nous les récupérons aussi par nécessité. Les familles grandissent, mais pas la terre. Dans nos réserves, il y a beaucoup de gens sans terre. Des familles avec des enfants. Moi, par exemple, j'ai 4 enfants, je n'ai pas de terre, j'ai à peine une petite maison, je n'ai pas d'emploi, rien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Nous n'avons plus qu'à récupérer cette terre parce que c'est ce qui nous donne à manger. De cette canne à sucre, ils ne feront rien. À la place, ils vont semer du maïs et d'autres plantes alimentaires. Pendant que les uns manient la machette, les autres préparent la pitance dans le campement. Un drapeau blanc pour rejeter la violence. Depuis le début du mouvement d'occupation de terre dans le nord du Cauca, ce sont des dizaines de militants qui ont été tués par la force publique ou les milices au service des grands propriétaires. À quelques kilomètres de là, des sentinelles scrutent l'horizon. Elles ne se cachent pas toutes car elles sont chez elles. Elles font partie d'une communauté afro-colombienne qui cultive la canne ou loue ses terres à des compagnies sucrières. 15 jours plus tôt, des Indiens ont tenté d'occuper ce terrain pour planter du maïs. Nous défendons notre territoire parce que les Indiens sont en train de nous spolier. Installées dans la région depuis l'époque de l'esclavage, ces communautés noires disposent de droits territoriaux en vertu de la Constitution de 1991. Elles se sont lancées dans la canne à sucre pour des raisons économiques et c'est ainsi qu'elles ont été entraînées dans le conflit. Pour certains, c'est un conflit ethnique, pour d'autres, c'est l'histoire coloniale qui remonte à la surface. Comme le montre ce documentaire, le processus de récupération des terres par les Amérindiens spoliés par la colonisation ne date pas d'hier. Déjà dans les années 70, les paysans Nasa sont descendus de leurs montagnes pour envahir les grandes haciendas. Nous devons étudier la question et voir comment nous pouvons récupérer ces terres. Nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que nos parents sont très pauvres et nous sommes trop petits pour aller travailler dans une hacienda. Ce mouvement est à l'origine du CRIC, le Conseil régional indigène du Cauca, qui coordonne toujours le mouvement d'occupation des terres. Aujourd'hui, le Conseil indigène de Lopez Adentro est le lieu où se réunissent les autorités traditionnelles du peuple Nasa dans cette partie du Cauca. Il est en contact avec les différentes fermes récupérées. Bon, alors ils descendent, vous leur montrez les champs, ils vont regarder les cultures et filmer tout ça. Après autorisation, nous suivons des membres du Conseil munis de leur bâton de commandement jusqu'à une ferme occupée depuis 2 ans. Dans le campement de Playa Dura, nous attend Pedro, dont le prénom a été changé pour des raisons de sécurité. Ensemble, nous faisons le tour du domaine. Vous voyez toutes ces montagnes? Nous venons de là-bas.
Nous sommes venus parce que là où il n'y a pas de terre, et celles qui restent sont des aires protégées parce qu'il y a beaucoup de sources, beaucoup de rivières, il y a des montagnes, des hauts plateaux, des lacs. Nous ne pouvons pas rester là-bas parce que nous allons tout détruire. C'est pour cela que nous descendons dans la plaine. Tous ces terrains aujourd'hui récupérés étaient couverts de canne à sucre. Les paysans de Playa Dura l'ont déjà remplacé par du maïs, des plantations de bananes. Ils élèvent du bétail, tout ce dont ils ont besoin pour nourrir leur famille. La canne à sucre, c'est le monstre vert, comme on dit. Parce que même si cela représente un secteur économique, cela fait aussi beaucoup de mal à l'environnement et au vivre ensemble. Cela ne produit pas de nourriture. La nourriture, elle est amenée par bateau depuis le Canada, le Brésil, la Bolivie. Et ici, il ne reste plus de place pour cultiver, de quoi se nourrir. De retour sous la bâche qui sert de lieu de réunion, les discussions vont bon train sur le contexte politique actuel. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement alternatif, mais il n'est pas impossible que nous perdions tout. Oui, il faut agir rapidement, profiter de ce moment. Des négociations sont en cours entre le gouvernement et les propriétaires sur l'achat de terres pour les redistribuer ensuite à ceux qui n'en ont pas. Mais il n'est pas sûr qu'elles aboutissent. C'est très compliqué parce que les raffineries et les propriétaires terriens ne veulent rien céder. Ils préfèrent la guerre à la paix. Très impliquée dans la résolution de ce conflit, la vice-présidente Francia Marquez en appelle aussi à la bonne volonté des compagnies sucrières. Voilà ce que je leur ai dit et ce que nous leur avons proposé, le président et moi. Vous voulez que l'on résolve ce problème? Eh bien, une partie de la solution consiste à fournir des terres que le gouvernement peut acheter pour les remettre aux communautés. Nous en sommes là, mais ce n'est pas facile. Il y a une industrie sucrière qui ne veut pas céder et des communautés qui continuent de faire pression. À Playa Dura, il n'y a pas de conflit ethnique, bien au contraire. C'est ce que veulent nous montrer Pedro et les membres du conseil indigène dans le campement d'à côté. Ici, communautés amérindiennes et afro-colombiennes ont uni leurs forces pour occuper le même terrain. Les populations noires aussi manquent de terre. Elles les ont perdues à une époque où leur communauté ne disposait pas encore de droits collectifs sur leur territoire. Ces terres appartenaient avant à nos ancêtres, mais par nécessité et en raison de difficultés économiques, ils les ont vendues ou louées. Et très souvent, eh bien, les industriels du sucre s'en sont emparés en les trompant, si bien que nous avons été spoliés. Comme les Amérindiens, ils ont arraché la canne pour semer des plantes alimentaires. Là-bas, nous avons des haricots et de la coriandre sauvage. Nous sommes contre la canne à sucre parce qu'elle ne nous donne pas à manger. Et ce qui nous fait du mal avec la canne, ce sont les épandages. Si dans cet environnement, il y a une ferme traditionnelle, eh bien, avec leur épandage, ils détruisent les cultures. Nous sommes contre cela parce que cela nous prive de nourriture et la terre devient stérile. Et autre chose de grave, la canne à sucre nous vole beaucoup d'eau. À cause de l'irrigation, il y a d'énormes quantités d'eau de perdues. Derrière ces ruisseaux qui descendent des montagnes, ces bassins de rétention et ce barrage destiné à l'irrigation des grandes exploitations de canne à sucre, c'est une guerre de l'eau qui se profile, une guerre pour le partage des richesses. En Colombie, 1% des propriétaires détiennent 80% des terres. Ce n'est pas un conflit ethnique, c'est un conflit territorial, un conflit social, un conflit économique pour la terre. Parce qu'ici, ce qui se joue, ce qui apparaît, c'est une réalité historique dans laquelle le territoire a été accaparé par les compagnies sucrières, par les producteurs de canne, au détriment des communautés d'afro-descendants et des communautés indigènes. Elles récupèrent donc un territoire qui leur a historiquement appartenu. Sans nier les tensions intercommunautaires, la délégation indigène nous emmène dans un autre campement pour nous montrer ce qui se cache derrière les récents affrontements avec les populations noires.
Venus de leur réserve, les Nassa se relaient pour occuper le terrain. Ils montent la garde à la limite de leur parcelle. De l'autre côté, un champ de riz planté par des ouvriers agricoles de la compagnie sucrière Cabagna est défendu armes à la main. Selon Pedro, ils ont été envoyés là pour provoquer un conflit entre communautés. C'est une stratégie de manipulation. Ils utilisent des travailleurs noirs pour se battre, faire barrage et défendre la terre des riches. La majorité sont afro-descendants. Ils disent qu'ils défendent l'emploi, que nous les avons privés d'emploi. Mais quelle est la véritable situation? Les compagnies, elles font venir des machines qui coupent, chargent. Elles ont amené des drones pour l'épandage, des semoirs mécaniques, tout ça. Alors dans 5 ans, il n'y aura plus de travailleurs. Ce sont les machines qui vont travailler. C'est contre la compagnie qu'il faut se battre. C'est à elle de respecter le droit des travailleurs, pas à nous. Un mois plus tard, les ouvriers ont attaqué le campement à coups de machette. Un mort dans chaque camp. Contacté à maintes reprises, Asokanya, l'association des producteurs de canne, n'a jamais voulu répondre à nos questions. À la place, nous sommes allés à la rencontre de ces ouvriers qui travaillent pour les grandes compagnies sucrières. Ceux-là sont employés par l'entreprise Incaoca, qui appartient à un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Ils sont en train de récupérer un champ de canne ravagé quelques mois plus tôt par des activistes du mouvement d'occupation des terres. Pas ceux du CRIC, mais un groupe plus belliqueux dont on voit les fumées au loin. Selon leur dirigeant syndical, les ouvriers agissent de leur propre chef. Il y a quelques années, ces communautés arrivaient, elles nous disaient de partir et nous partions. Mais en voyant que notre travail était en danger, nous avons décidé de ne plus nous enfuir, parce qu'en faisant cela, indirectement, nous renoncions à notre droit au travail et notre droit de rester sur ce territoire. Parce que non seulement nous travaillons dans ce secteur, mais nous habitons aussi dans cette région. Rien que pour le nord du Cauca, 50 000 personnes sont employées dans la production de canne. Selon les chiffres d'Asokanya, 6 000 emplois d'ouvriers agricoles auraient été perdus à cause des occupations illégales, mais pas à cause de la mécanisation. Nous pensions que la mécanisation allait nous remplacer, mais non. De nouvelles possibilités se sont présentées pour travailler dans d'autres secteurs. Dans mon cas, par exemple, j'étais coupeur de canne et maintenant je travaille dans les champs comme contremaître. Je suis toujours là. D'autres camarades travaillent dans d'autres domaines, la surveillance, la circulation des chargements, dans les laboratoires des raffineries. Dans le hameau de Severo Mulato, la plupart des habitants travaillent dans la canne à sucre, soit comme ouvriers agricoles, soit en vendant leur production aux compagnies sucrières. Juan Manuel est le représentant légal de cette communauté, attaqué récemment. Il craint des représailles, comme son président, très en colère contre les opposants à la canne. Qui a décrété que planter de la canne est un délit? Ici, les paysans cultivaient du cacao, de la banane ou du café auparavant. S'ils se sont mis à cultiver de la canne, c'est parce qu'il n'y avait pas de subvention pour les autres cultures. Nous, si nous nous mettons à cultiver du maïs et toutes les autres cultures que nous connaissons, nous allons crever de faim, parce qu'à la vente, aucun prix ne se maintient. Le gouvernement nous laisse toujours à la dérive, entre les mains des intermédiaires, et au bout du compte, la rentabilité est nulle. Quand un pays donne des subventions à l'agriculture, évidemment, celui qui produit n'a pas de perte. Avec la culture de la canne, nous avons plus de revenus de la terre. C'est peut-être un symbole de l'esclavage, mais c'est la manière la plus rapide de soutenir notre famille, payer l'éducation et apporter le progrès à notre région. En février 2023, un ouvrier agricole de cette communauté a été tué par un commando d'une organisation de paysans sans terre proche de la guérilla. Comme si la situation n'était pas suffisamment compliquée, des groupes armés s'en mêlent et la population réclame une intervention de l'État. La solution doit d'abord venir de l'État. Le gouvernement doit porter son attention sur ce territoire du nord du Cauca, évaluer les besoins de toutes les communautés, aussi bien paysannes qu'indigènes, afrodescendantes, et nos besoins à nous, les ouvriers, parce que nous faisons aussi partie de la communauté.
Aujourd'hui, il a plu des cordes sur les occupants de la ferme de Playa Dura. La journée de travail collectif s'est transformée en assemblée générale pour les membres du mouvement noir de la région venus prêter main forte. Ils écoutent un de leurs leaders vanter les mérites de la propriété collective pour conserver leurs terres. Un des points fondamentaux aujourd'hui de toute politique publique de réforme agraire doit être ceci. Qu'elle nous garantisse qu'il ne se passe pas la même chose que ce qui s'est passé avec nos anciens, qui ont perdu leurs terres. Aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité pour la propriété individuelle. Il n'y a de sécurité que pour la propriété collective. Ils espèrent maintenant un accord entre le gouvernement et les propriétaires sur l'achat de terres, comme le prévoit le projet de réforme agraire. Mais rien n'indique que les terrains déjà occupés seront ceux que les propriétaires voudront bien vendre et que le gouvernement aura les ressources financières pour acheter des terres aussi convoitées. C'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Notre prochain rendez-vous, c'est en janvier. Je vous souhaite donc de passer de très belles fêtes de fin d'année. D'ici là, retrouvez toute l'actualité Caraïbes dans votre journal de 19h. Bonne soirée à vous.